Salut à tous et à toutes, joyeux lundi, joyeuse semaine, bon début de semaine. C'est l'heure du grand journal sur Swag Radio avec Erlich Dorelas. Depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude avec du style. Passez la commande à Alexa pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Tout de suite, voici les infos. Le président américain a mis fin au suspense entourant un accord imminent entre Téhéran et Washington, demandant à ses représentants de ne pas se précipiter. Le dirigeant américain Donald Trump semblait répondre ainsi aux critiques émises pendant le week-end dans son propre camp vis-à-vis d'un accord qui serait favorable à l'Iran. Selon les médias américains, le protocole d'accord permettrait aux navires de franchir à nouveau Hormuz évoque un engagement de l'Iran à ne pas se doter de l'arme nucléaire. Récit signé France 24 dans ce grand journal. Comment refermer le dossier iranien sans apparaître comme le grand perdant de cette guerre qu'il a lui-même déclenchée? Alors que les rumeurs d'une signature de protocole d'accord se multiplient depuis le début du week-end, Donald Trump refroidit légèrement les espoirs ce dimanche. J'ai demandé à mes représentants de ne pas se précipiter pour conclure un accord car le temps joue en notre faveur. Le blocus restera pleinement en vigueur jusqu'à ce qu'un accord soit conclu, certifié et signé. Les deux parties doivent prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Il ne doit y avoir aucune erreur. Nos relations avec l'Iran deviennent beaucoup plus professionnelles et productives. Plus tôt dans la journée, le secrétaire d'État américain Marco Rubio affirmait pourtant depuis l'Inde que les choses allaient bouger et que son pays avait atteint tous les objectifs militaires dans sa guerre contre Téhéran. Mais les informations qui ont fuité sur l'accord en cours de discussion semblent assez favorables au régime iranien, ce qui pourrait expliquer le nouveau coup de frein de la Maison-Blanche. Le programme nucléaire ne ferait a priori pas partie des points à l'ordre du jour, comme l'a assuré le porte-parole des affaires étrangères iraniennes. Seul un engagement à ne pas se doter de l'arme nucléaire serait évoqué. Le président iranien y fait d'ailleurs allusion. Nous sommes désormais prêts à rassurer le monde entier sur le fait que nous ne cherchons pas à nous doter d'armes nucléaires, nous ne cherchons pas à semer l'instabilité dans la région. À cela s'ajoute une possible levée des sanctions contre l'économie iranienne pendant le délai de 60 jours qui prolongerait le cessez-le-feu en cours. Les États-Unis lèveraient par ailleurs le blocus des ports iraniens en échange de la réouverture du détroit d'Ormuz. Autant de clauses qui pourraient placer le régime islamique dans une situation plus favorable qu'avant la guerre débutée il y a 3 mois. Les hauts responsables iraniens semblent enthousiastes face à la tournure des événements, tout en envisageant tous les scénarios, comme à la tribune de ce rassemblement organisé dimanche en mémoire des victimes du conflit. Si Trump et son ministre de la Défense illettré, M. Hexet, veulent faire une nouvelle attaque militaire, ils doivent savoir que nous étendrons la guerre. Si Donald Trump semblait ces dernières heures prêt à donner un second souffle au pouvoir iranien, il fait désormais face aux critiques venues de son propre camp et doit encore convaincre son allié Benjamin Netanyahou, partisan d'une reprise des combats. Le Premier ministre israélien, qui a diffusé dans la journée plusieurs messages sur ses réseaux sociaux, affirmant que Trump s'était engagé à ce que tout accord final inclue l'élimination totale de la menace nucléaire iranienne et qu'il avait réaffirmé le droit d'Israël à se défendre. Nous resterons toujours en Iran. Accord avec l'Iran, Donald Trump refuse de se précipiter. Les tensions restent vives au Moyen-Orient. Alors que les discussions diplomatiques entre Washington et Téhéran se poursuivent pour tenter de mettre fin à plusieurs mois de tensions et de conflits au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump a affirmé qu'il ne voulait pas se précipiter vers un accord avec l'Iran. Écoutons les détails avec CNews dans ce grand journal. Écoutez, ça c'est sûr, il n'y a toujours pas d'accord et vous avez bien résumé la situation hier. De sources américaines disaient que ça pouvait être signé dans la journée et finalement hier soir, changement total de situation. Les accords, les deux parties ne s'attendent plus du tout, Washington et Iran, et donc c'est encore repoussé. Et donc du côté Israël, le temps est extrêmement long, vous le comprenez bien, et les craintes sont bien présentes. Il y a 2 clauses dans l'accord qui posent problème. La première, c'est sur le démantèlement du programme nucléaire iranien qui pouvait être discuté en deuxième phase des négociations d'ici 30 à 60 jours. Là, impossible pour Israël et donc de sources américaines indiquent que sous la pression d'Israël, Trump il exige à présent d'arrêter le programme nucléaire en échange de la levée des sanctions et du dégel des avoirs. Deuxième problème, c'est l'arrêt des combats entre Israël et le Hezbollah au niveau du Liban. Et là, ça fait extrêmement réagir au sein de l'armée israélienne. Un haut responsable a dit que c'était extrêmement mauvais pour Israël. Le chef d'état-major, lui, a indiqué
rappelé qu'il venait de signer un nouveau plan d'attaque contre le Hezbollah au nord du pays et que de toute manière, ils étaient prêts à reprendre les combats contre l'Iran. Comprenez bien que Israël campe sur ses positions, la reprise des combats sur tous les fronts comme unique solution pour protéger le pays. Et ces pressions, eh bien, elles arrivent sans cesse dans les oreilles de Donald Trump qui est en pleine négociation. Direction la Mecque, malgré un contexte géopolitique particulièrement tendu au Moyen-Orient, les autorités saoudiennes ont annoncé l'arrivée de plus de 1,5 million de pèlerins venus de l'étranger pour accomplir le grand pèlerinage musulman cette année. Chaque année, des fidèles provenant de 4 coins du monde convergent vers les lieux saints de l'islam afin de participer au Hajj, l'un des 5 piliers de la religion musulmane. Cette importante mobilisation intervient alors que plusieurs conflits et crises diplomatiques continuent d'alimenter les inquiétudes dans la région. Écoutons un reportage dans ce grand journal. Malgré les tensions persistantes dans la région et les avertissements de nombreux pays qui recommandent de ne pas s'y rendre, ils sont plus d'1 500 000 à la Mecque pour le pèlerinage annuel du Hajj, plus que l'année dernière. Venus du monde entier, beaucoup de pèlerins affirment se sentir en sécurité dans la ville sainte. C'est comme une bulle. Quand on vient ici, on est dans une bulle. On n'entend pas parler de politique ni de tous ces problèmes. Et la guerre est loin d'ici. Avec la guerre et toute cette situation, j'étais très inquiet. Je m'inquiétais pour le vol car celui-ci faisait escale à Amman, ce qui rendait le trajet un peu dangereux. Mais grâce à Dieu, quand j'ai su que le vol était maintenu, je me suis dit qu'il fallait y aller. L'Arabie saoudite a fait partie des pays visés par la riposte iranienne contre les alliés des États-Unis au mois de mars. De quoi écorner l'image de pays sûr que le royaume cherche à renvoyer. Depuis, le calme est revenu dans le pays, mais des drones en provenance d'Irak ont été interceptés la semaine dernière. Les autorités ont mis en place un important dispositif de sécurité avec une surveillance aérienne et des contrôles terrestres. Il existe un plan de soutien pour la sécurité, ainsi que pour l'application stricte des réglementations et des directives liées au Hajj concernant les contrevenants qui transportent des pèlerins. Des comités administratifs sont déployés en 4 points aux entrées de la Mecque. Compte tenu de l'incertitude de la situation sécuritaire, l'ambassade des États-Unis à Riyad, qui avait recommandé aux Américains de ne pas se rendre sur place, se tient prête à aider ses ressortissants qui auraient besoin d'assistance. Direction le Vatican, à l'occasion de la célébration de la Pentecôte au Vatican, le pape Léon XIV a lancé un vibrant appel en faveur de la paix dans le monde, exhortant les dirigeants internationaux à mettre fin au mal de la guerre. Il continue de frapper plusieurs régions de la planète devant des milliers de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre à Rome. Le souverain pontife a consacré une grande partie de son homélie à la situation mondiale marquée par les conflits armés, les crises humanitaires et les divisions entre les peuples. Dans un ton empreint d'émotion et de gravité, il a plaidé pour davantage de dialogue, de solidarité et de réconciliation entre les nations. Reportage signé Euronews dans ce grand journal. Le pape Léon XIV a ouvert la messe de Pentecôte par un appel à mettre fin au mal de la guerre. Cette messe, qui marque le 50e jour après la Pâque catholique, a été célébrée dans la basilique Saint-Pierre en présence de 5000 personnes. Le pape a également prié pour que le Saint-Esprit renouvelle l'Église dans sa mission de transformer la confusion en communion. Con cuore ardente preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile. Le pape a également mis en garde face à certains changements qui, selon lui, n'apportent pas de vie nouvelle au monde, mais le font vieillir par l'erreur et la violence.
Pour y faire face, le souverain pontife a appelé à se tourner vers le Saint-Esprit qui éclaire les esprits et insuffle une nouvelle vitalité dans les cœurs. La Pentecôte est largement célébrée à travers l'Europe, à la fois comme une grande fête chrétienne et comme un jour férié. Direction le Canada, le ton est désormais clair entre Washington et Ottawa. Les tarifs douaniers imposés par les États-Unis ne sont pas temporaires et les Canadiens devront apprendre à composer avec cette nouvelle réalité économique. C'est le message qu'a livré l'ambassadeur américain au Canada lors de sa première entrevue accordée à Radio-Canada. Une déclaration qui risque d'alimenter davantage les tensions commerciales entre les deux pays voisins. Reportage signé Radio-Canada dans ce grand journal. C'est l'homme de Donald Trump à Ottawa, un républicain qui n'a pas la langue dans sa poche et qui, en entrevue à Radio-Canada, a un message clair pour les Canadiens. Les tarifs américains font partie de la nouvelle réalité. It's our policy, and it's a policy that is uniformly administered. Comprend-il la frustration des Canadiens à l'égard de l'administration Trump? Absolutely no. La réponse est sans équivoque. We put tariffs on everybody in the world. Toutes les régions du monde sont logées à la même enseigne, plaide-t-il. L'ambassadeur dénonce aussi le retrait de l'alcool américain et des tablettes. We think the alcohol ban is totally unfair. Une riposte injuste, selon lui. Mais un retour du Bourbon du Kentucky sur nos tablettes ferait-il baisser les tarifs? Là encore, la réponse est tranchée. No. Pete Hoekstra soutient qu'Ottawa devrait avoir une approche plus conciliante avec Washington. I'd say put on your sales hat. You could make tremendous sales pitches to the United States. Dans le secteur de l'auto, par exemple, l'ambassadeur estime que les troupes de Mark Carney et celles de Doug Ford n'ont pas suffisamment fait valoir que l'Ontario était le meilleur endroit pour se procurer des voitures. Why getting them from Ontario is absolutely the best place in the world for America to get them. Or, Donald Trump répète souvent que son intention est de rapatrier la totalité de la production automobile au sud de la frontière. Le fossé entre Ottawa et Washington ressort donc clairement dans l'entretien. Mais les tensions n'empêchent pas l'ambassadeur d'aimer son rôle. I love standing up for America each and every day. Celui, dit-il, de prendre la défense de l'Amérique chaque jour. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Ottawa. Parlons de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le président russe Vladimir Poutine continue d'envoyer des signaux de puissance militaire au reste du monde, avec la mise en avant du missile Oreshnik présenté par Moscou comme une nouvelle arme stratégique capable de modifier l'équilibre des forces sur la scène internationale. Dans une émission consacrée aux enjeux géopolitiques mondiaux, ce journaliste Thomas Mirachi est revenu sur cette démonstration de force orchestrée par le Kremlin dans un contexte de tension persistante entre la Russie, l'OTAN et les puissances occidentales. Écoutons les détails sur la LCI dans ce grand journal. Levée de bouclier en Europe après une nouvelle attaque russe sur l'Ukraine, visée par 600 drones et 90 missiles dans la nuit de samedi à dimanche. Mais ce qui inquiète, c'est surtout l'utilisation d'une arme très particulière. Oui, le missile Oreshnik, ça veut dire noisetier en russe. Et c'est un missile balistique hypersonique de portée intermédiaire, mais surtout aussi capable de transporter des ogives nucléaires. Pour faire simple, ce missile, il peut aller toucher une cible qui se trouve entre 3000 et 5000 km de son point de départ à une vitesse de jusqu'à 6000 km/h, jusqu'à 12 000 km/h, disent les Russes. Voilà pour ce que ce missile est capable de faire en théorie. Le résultat, vous allez le voir sur ces images. Ça, ce sont les frappes du week-end sur l'Ukraine, extrêmement violentes. Des centaines de drones, des dizaines de missiles. Une grande partie de ces missiles et de ces drones ont été détruits, mais ceux qui sont passés, eh bien, ont causé des dégâts extrêmement importants. Les voici avec Volodymyr Zelensky qui est allé se rendre sur place à Kiev, dans les quartiers touchés. Dans ce quartier-là, une trentaine d'immeubles qui ont été détruits ou endommagés par ces frappes et un président ukrainien véritablement exaspéré. Écoutez. Des musées, des écoles, des appartements. Le musée de Tchernobyl qu'ils ont repéré est détruit. Ce sont des fous. Voilà, des fous, et encore, on n'a pas traduit très précisément ce qu'a dit le président ukrainien, véritablement révolté après ces frappes. 4 morts également et une centaine de blessés. Ce missile Oreshnik, Thomas, il fonctionne comment ?
Alors, c'est très simple, eh bien, il part d'un lanceur que vous allez découvrir, c'est comme un énorme camion. Il est tiré dans une fusée, passe au-dessus de l'atmosphère terrestre, se disloque en 3 parties avant de retomber. Ce qui retombe, c'est cela, hein, c'est cette ogive géante avec à l'intérieur de l'armement. Elle repasse en dessous de l'atmosphère terrestre et à partir de ce moment-là, eh bien voilà, à l'intérieur, il y a 6 ogives différentes qui peuvent transporter des charges nucléaires et qui vont frapper à 6 endroits différents. Donc c'est un missile extrêmement efficace et redoutable. Mais pourquoi utiliser une telle arme, Thomas? C'est vraiment nécessaire? Alors non, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. D'abord, sachez que pour les frappes du week-end, eh bien, Vladimir Poutine avait promis une riposte d'ampleur après les frappes ukrainiennes de jeudi. Et non, effectivement, les Russes pourraient tout à fait utiliser les missiles conventionnels. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait cette semaine. Mais l'Oreshnik, eh bien, c'est un missile qui fait peur. Donc l'idée, c'est d'instaurer la terreur. L'idée, c'est aussi de montrer aux Européens et aux Occidentaux que les Russes maîtrisent cette technologie. Mais c'est aussi, selon certains experts, un aveu de faiblesse. Ce missile a été utilisé à 3 reprises sur l'Ukraine depuis le début de l'invasion globale, sur la ville de Dnipro, au centre, dans la région de Lviv, et donc ce week-end également, sans pour autant impressionner les Ukrainiens, qui ont d'ailleurs riposté ces dernières heures en envoyant une centaine de drones sur la Russie. Nous restons toujours dans la guerre en Ukraine. La réaction internationale à l'attaque ukrainienne divise la communauté internationale, selon David Lopez. La réaction internationale à la récente attaque ukrainienne continue de provoquer de vifs débats sur la scène diplomatique mondiale. David Lopez, consultant extrême en droit de l'homme auprès de plusieurs organismes internationaux, basé à Genève, estime que cette nouvelle escalade du conflit relance les inquiétudes liées au respect du droit international humanitaire et à la protection des civils. Écoutons les détails sur la RT dans ce grand journal. Monsieur Lopez, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors tout d'abord, j'aimerais vous faire réagir sur ces affirmations du président de la Douma de la Russie, Vyacheslav Volodine, qui souligne que le silence des Européens encourage de plus en plus le régime de Kiev à cibler des civils russes. Oui, et en effet, malheureusement, l'Occident pense que la Russie doit se limiter à recevoir des coups sans y répondre, et c'est la pure logique coloniale que nous vivons actuellement. Ils pensent qu'on peut se permettre de bombarder des écoles, des résidences d'étudiants, comme il en a été le cas par exemple à Minab en Iran, ou comme il en a été actuellement à Lugansk. Mais quand la Russie exerce le droit légitime à la défense, qui est reconnu d'ailleurs dans l'article 51 de la Charte des Nations Unies, alors là, tout le monde s'indigne, Occident s'indigne. Et puis les réactions sur les réseaux sociaux, que ce soit de Macron, de Van der Leyen, de Kallas, qui se disent porteurs de la voix des peuples et porteurs de la voix des droits de l'homme, bah là, on voit qu'il y a une opinion qui est totalement politisée, où on essaie d'instrumentaliser le droit international et les droits de l'homme, et où simplement on voit que les terroristes sont ceux qui ne suivent pas cette ligne unilatérale qui a tout le temps été imposée par les États-Unis, par Bruxelles et par ses satellites. Et puis, ça fait qu'il y ait des conséquences en alterne qui font qu'il y ait des pays qui aujourd'hui parient sur la multipolarité et puis qui aujourd'hui veulent mettre un stop justement à ces comportements de double standard dont on voit aujourd'hui les conséquences. On condamne les attaques russes en légitime défense, par contre on ne condamne pas les attaques de Kiev contre une population qui, en 2014, ukrainienne, parlait la langue russe, même les organismes internationaux le cachaient. Là, on voit qu'il en est encore le même cas. Et puis quand on invite CNN, BBC et autres à aller sur les lieux pour aller constater l'attaque, on se tait. Oui, justement, le ministère russe des Affaires étrangères a invité une cinquantaine de journalistes venus de 19 pays qui se sont rendus sur le lieu de l'attaque. Ils ont pu constater l'horreur des faits et l'ampleur des dégâts. Comment percevez-vous cette démarche de la diplomatie russe ? Bon, c'est bien qu'ils viennent et qu'ils soient transparents. C'est ce que généralement devraient faire tous les États, surtout quand on parle de violation des droits de l'homme.
malheureusement, est-ce que les États-Unis ouvrent les portes aux rapporteurs spéciaux pour qu'ils aillent faire les évaluations des maltraitances qui sont commises par là ici contre les migrants latino-américains? Est-ce qu'ils font la même chose en Allemagne et en France lorsque les manifestants vont demander dans les rues de façon pacifique à ce qu'on cesse le génocide à Gaza? Non, ils ne le font pas. Et puis on voit par le biais des réseaux sociaux, heureusement encore là, les maltraitances de la police allemande, les maltraitances de la police française quand les gens vont manifester, et les États ne sont pas du tout transparents et n'ouvrent pas les portes comme le font actuellement depuis Moscou les autorités russes, afin que l'on puisse venir constater les dégâts d'une attaque terroriste qui va à l'encontre du droit international humanitaire et des droits de l'homme, en effet. Et la défense russe déclare avoir ciblé des sites militaires ukrainiens en réponse à cette attaque de Starobelsk. Mais le narratif médiatique occidental campe toujours sur la même rhétorique. Ils accusent Moscou et désignent toujours le régime de Kiev comme victime. Quelle lecture faites-vous à cette position occidentale, Monsieur Lopez? Bon, c'est encore une fois le double standard. C'est le double standard de l'utilisation et l'instrumentalisation des organismes internationaux, du droit international, des droits de l'homme, raison pour laquelle il est nécessaire actuellement de penser à la décolonisation. Direction le Nigeria, Bola Tinubu défend son bilan économique avant la présidentielle 2027. À Abuja, le président nigérian Bola Tinubu officiellement a été désigné candidat de son parti pour l'élection présidentielle 2027 lors d'une cérémonie politique organisée dans la capitale fédérale devant des centaines de militants et responsables du parti au pouvoir. Le chef de l'État a défendu avec vigueur son bilan économique, affirmant que les réformes engagées depuis son arrivée au pouvoir commencent à produire des résultats. Reportage signé Africa News dans ce grand journal. Le président nigérian Bola Tinubu, 74 ans, a accepté sans réserve sa nomination en tant que candidat à la présidence du Congrès progressif APC, le parti au pouvoir. Officiellement désigné candidat du parti pour l'élection présidentielle 2027 lors d'une cérémonie à Abuja, la capitale, le chef d'État a profité de son discours d'acceptation pour défendre avec vigueur les réformes économiques controversées de son administration. De nombreux Nigérians sont encore confrontés à la hausse des coûts et à l'ajustement économique. Nous ne minimisons pas ces préoccupations, nous les comprenons et nous gouvernons non pas dans le confort mais dans la réalité, avec honnêteté et action. Car si les réformes entreprises par le président Tinubu sont saluées par les investisseurs, l'inflation et la hausse du coût de la vie continuent de peser lourdement sur les Nigérians. Nous ne sommes pas faits pour les chemins faciles. Nous voulons aller vite, apporter la prospérité et une vie meilleure à nos enfants qui ne sont pas encore nés. Nous en payons le prix aujourd'hui. Le président nigérian a également pris pour cible les factions politiques de l'opposition, les accusant de tenter d'instrumentaliser les difficultés économiques temporaires sans proposer de plan macroéconomique cohérent. Nous irons au Japon. Dans ce grand journal, une vingtaine de personnes a été hospitalisée après qu'un homme ait pulvérisé une substance toxique dans un centre commercial de Tokyo. Récit signé TV5 Monde dans ce grand journal. Une odeur suspecte vient d'être signalée dans ce centre commercial en plein cœur de Tokyo et très vite, les secours déploient de gros moyens pour prendre en charge une vingtaine de blessés, gorge qui gratte, yeux qui piquent, parfois même des membres engourdis. Un homme vient de pulvériser une substance toxique. Il n'y avait aucune odeur et je ne voyais rien. Lorsque nous sommes arrivés à 5 mètres du lieu de l'incident, j'ai soudain ressenti une douleur à la gorge et je n'arrivais plus à arrêter de tousser. Il y a seulement 20 ou 30 minutes que la douleur s'est atténuée. Cela a duré près d'1 heure. La capitale japonaise qui reste traumatisée par l'attentat au gaz sarin dans le métro, 14 morts et plus de 5800 blessés. C'était en mars 1995. 13 membres de la secte Aum, dont son fondateur, le gourou Shoko Asahara, jugés responsables de cette tragédie, ont été condamnés à mort, puis pendus. 31 ans plus tard,
La scène ne peut que raviver de très mauvais souvenirs, mais fort heureusement, les blessures restent légères. D'après les informations dont nous disposons pour le moment, tout le monde est conscient. Nous sommes en train de vérifier chacun des cas. La police de son côté ne fait pas état d'arrestation quant à la mystérieuse substance toxique. Elle n'a toujours pas été identifiée. Nous irons dans le sud-est d'Haïti. La plateforme nationale de plaidoyer pour les droits humains, PNPDH, a exprimé sa vive inquiétude face à la recrudescence des actes de violence et de criminalité enregistrés dans plusieurs localités du département du sud-est d'Haïti. Dans une note rendue publique cette semaine, l'organisation de défense des droits humains affirme que la situation sécuritaire se détériore de manière alarmante, plongeant de nombreuses familles dans la peur et l'incertitude. Écoutons les détails dans ce grand journal. Nous constatons la situation qui commence vraiment compliquée, surtout dans le département du sud-est. C'est vrai nous qu'on est tout une étape pourrie dès le début, et nous vivons ce qui est passé dans la localité de Séguin, côté nègres armés qui ont contrôle zone ça. Mais nous, face avec intervention du département de police sud-est là, nous avons poussé gang armé. Mais qu'il y a un phénomène qui a développé dans le département, et ceci, le département et tout. Et dans la localité Fonjean-Noël, il y a un jeune garçon qui a âgé de 42 ans et il est entré dans la Kaili. Il a environ 7 balles. On est capable de dire qu'il a pillé Kaili. La situation est vraiment compliquée. Au contraire, c'est qui est paroisse et Fonjean-Noël là, qui s'appelle Luc et Léandre, qui courent avec lui l'hôpital Saint-Michel. Jusqu'à présent, on est capable de dire que les plus près de la mort que la vie, parce que les dans le coma, il n'est pas capable d'aller. Pour être cassé avec coup de balle, des situations les paraissent vraiment dures. Et il y a un pile de monde qui disparaît dans la société. Si on prend l'exemple de Jacques Blake qui disparaît jusqu'à présent et il n'y a pas aucune information sur ça. Il y a un pile qui a passé tout dans la ville de Jacques Mel, côté que nous a quitté pas rentrer. Et si j'ai une raison, on a demandé avec autorité qui n'a pas département à assumer responsabilité. On a demandé avec au état-major police sud-est là, qui est notre directeur Apollos, pour capable de mettre pilote plus. C'est vrai, nous, arriver dans le département, la situation commence plus ou moins face avec nous. C'est le terminus de ce grand journal pour ce lundi 25 mai 2026. Avant de partir pour ce aujourd'hui, Boston connaît une journée mitigée avec des averses matinales et de la grisaille, s'améliorant dans l'après-midi avec des éclaircies. Les températures se situeront entre un minimum de 54 degrés Fahrenheit et un maximum de 71 degrés Fahrenheit. Pour ce aujourd'hui, milieu de journée entre 12h et 15h, ciel nuageux mais plus sec, les températures atteindront environ 66 degrés Fahrenheit. Dans l'après-midi, entre 16h et 18h, les éclaircies apparaissent. Le thermomètre grimpe jusqu'à un maximum de 71 degrés Fahrenheit avec une sensation très agréable pour ce aujourd'hui. Dans la soirée, les retours d'un ciel couvert, des températures douces autour de 63 degrés à 66 degrés Fahrenheit pour ce lundi. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi pour présenter le grand journal Erlich Dorelas depuis le studio de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio on air avec du style, l'énergie et le flow, l'attitude. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News. Information sans cassure, sans bavure. P-News sur WhatsApp et sur Facebook. N'oubliez pas de passer la commande à vos camarades Alexa, oui, et Open Swag Radio, oui. C'est le mot de passe pour écouter Swag Radio 24h/24 sur Alexa. L'application arrive, ah là là, pour l'été, ça va barder avec Swag Radio. Eh bien, c'est pour bien manger, c'est Brothers Café Créole, la bonne cuisine haïtienne, au 299 Main Street, Everett, chiffré le 617
Ce sera le 14-25 pendant ce café créole délicioso. Joyeux lundi, bon début de semaine, rendez-vous c'est pour demain. Et aujourd'hui c'est congé, Memorial Day aux États-Unis. Eh bien, passez un excellent lundi. Oui, c'est un jour férié, profitez-en. Bonsoir, à demain, au revoir.